Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau BPI France, la French Care, pour s'interroger sur la transformation nécessaire, urgente de notre système de santé. Alors transformer la santé, eh bien, c'est ce que nous allons voir maintenant, c'est agir tôt, grâce à la prévention. En effet, face aux limites d'un système de santé qui est centré sur le curatif, encore aujourd'hui, il devient indispensable de passer à une logique de prévention. Soigner les maladies une fois installées coûte cher, tout aussi bien en termes de vie humaine que de ressources. Alors prévenir, c'est agir en amont, promouvoir des modes de vie sains, dépister, vacciner, informer. C'est ce que nous allons voir avec nos trois intervenantes. Maya Alexaline, bonjour. Vous êtes, bonjour. Vous êtes cofondatrice et directrice scientifique de Liv. Chara Louafi, bonjour. Vous êtes directrice du pôle patient autonome de BPI France. Et Johanna Bonlina, bonjour. Vous êtes en charge de l'innovation chez Vivalto Santé. Alors, j'aimerais commencer, avant de vous donner la parole, par deux chiffres. 250 milliards d'euros, ce sont les dépenses de santé en France. 6 à 7 milliards, on voit le versus, ce sont les dépenses de prévention. Alors, comment changer de paradigme? C'est ce que je vais vous demander. Est-ce que vous pouvez déjà, mesdames, un premier tour de table très rapide pour présenter vos structures et votre rôle? Alors, moi, donc, je suis effectivement cofondatrice et directrice scientifique de Liv Healthcare. Et chez Liv Healthcare, on fabrique des solutions numériques, donc qu'on appelle des thérapies digitales, qui visent réellement à améliorer la vie avec une maladie chronique. Et la première maladie chronique qu'on a choisie, c'est l'endométriose. Et donc, on a développé une thérapie numérique d'accompagnement à la gestion des symptômes de l'endométriose et qui s'inscrit dans une prévention tertiaire, puisqu'elle vise à éviter la dégradation des symptômes et la chronicisation de ces symptômes et notamment de la douleur. Merci pour cette présentation très efficace. Johanna? Bonjour, je vais essayer de l'être tout autant. Johanna Molina, donc en charge de l'innovation et des partenariats chez Vivalto Santé, 3e groupe de cliniques privées en France et 7e en Europe. On est devenus internationaux il y a 2 ans. On a 53 cliniques en France, MCO, et le double en Europe. On a un mantra, notre raison d'être, qui est inscrite et qui est de prendre en charge le patient tout au long de sa vie. Donc on a effectivement et évidemment du curatif, mais aussi du préventif, largement inspiré également de notre ADN qui est l'innovation et qui vient nous aider à le faire, et aussi de nos collègues espagnols notamment, qui ont un modèle intégrant la prévention dans leur système de soins. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Carrément, merci beaucoup. Chara Louafi? Oui, bonjour. Alors, je dirige un fonds d'investissement qui s'appelle Patient Autonome au sein de BPI France, en fait, et qui cible essentiellement en fait, les innovations de santé numérique pour apporter de la productivité au système de santé, à l'hôpital notamment, voilà, donc libérer du temps médical, etc. etc. Et je co-dirige avec Antoine Tenière, Paris Santé Campus, puisqu'on aura l'occasion d'en parler, un accélérateur dédié à l'accompagnement de start-up en prévention numérique. Merci pour ces présentations, et on le voit, c'est votre point commun ici, c'est l'innovation. Alors justement, comment est-ce que l'innovation peut être un levier pour passer du curatif au préventif? Chara Louafi, finalement, qu'est-ce qui freine aujourd'hui ce changement de paradigme? Alors, en fait, aujourd'hui, en fait, c'est une réalité. La prévention, on ne va pas y échapper. En fait, elle est entre les mains d'experts. On sait que, en fait, il y a quelques chiffres en fait qui sont assez alarmants. En fait, il y a 40% de la population française de plus de 16 ans qui a une maladie chronique, et 25% de la population de plus de 16 ans française, toujours, qui a 2 maladies chroniques. C'est une réalité. En fait, le système de santé ne peut plus supporter en fait tous ces coûts. Alors, qu'est-ce qui freine? En fait, l'innovation est là. On sait en fait que le premier axe de développement est la prévention tertiaire. Il y a tout un, le patient est encore en fait dans le système hospitalier, dirigé aussi sous l'autorité du médecin. Donc il y a un potentiel sur ce sujet assez important pour éviter les dégradations et anticiper les complications. Maintenant, en fait, ce qu'il y a, c'est la partie amont, plus amont, qui est le dépistage, ce qu'on appelle aussi prévention secondaire,
toute la valeur est à ce niveau-là, puisqu'en fait l'objectif c'est de stopper les maladies. Finalement, on est concerné par tous par ce sujet. On n'est plus du tout dans la sphère médicale pure. C'est un problème en fait qui concerne les citoyens et le médecin en fait peut jouer un rôle dans l'éducation thérapeutique à la prévention. Il faut qu'il y ait une incitation pour ça. Il a besoin en fait d'avoir plus de temps disponible pour pouvoir en fait se charger de cette partie qui est assez cruciale. Donc probablement en fait c'est le point culminant, c'est la responsabilité de chacun plus la disponibilité des médecins pour faire ce travail. Merci pour effectivement ce constat. Donc agir à la fois sur les médecins et sur le fait de comprendre que nous sommes tous concernés. Johanna Molina, chez Vivalto Santé, vous nous l'avez dit, ça fait partie de votre ADN. La prévention, le curatif bien évidemment, mais la prévention. Comment est-ce que l'innovation structure aujourd'hui votre stratégie de développement ? Alors, l'innovation chez nous, elle est structurée selon un modèle de management de l'innovation depuis plusieurs années déjà, avec 4 axes stratégiques portés par des sponsors qui sont au comité exécutif, donc portés au plus haut niveau chez nous, qui concernent l'innovation médicale, forcément, la QVCT des praticiens, donc les qualités de vie et les conditions de travail, l'expérience patient et l'expérience organisationnelle, c'est-à-dire le parcours patient et les opérations. Tout ça faisant, ils vont venir adresser effectivement des problèmes dans l'organisation des cliniques au jour le jour. L'innovation est donc booster, catalyseur et apporte des opportunités. On a aussi le matching entre nous, ce qu'on va regarder dans l'écosystème externe, donc l'open innovation, et le matching avec les besoins terrain précis, donc parce que nous sommes à l'écoute des praticiens et de l'utilisateur final qui est le patient. Ces opportunités-là, cette innovation et cette transformation, puisqu'il y a les deux qui sont bien liés, vont venir aussi adresser des problèmes de prévention. Et on est aujourd'hui acteur de la prévention parce que évidemment on adresse la prévention primaire dont parlait Chara, avec des check-up et une offre de bilan qui est en train de se monter. Mais au-delà d'adresser ces check-up, donc d'aller dépister et d'aller éduquer les patients, en entreprise et les salariés de Vivalto Santé, nous avons aussi l'ambition d'aller adresser la prévention secondaire et tertiaire, donc c'est éviter les rechutes, les hospitalisations, les complications, et s'adresser à cette population qu'évoquait Chara de malades chroniques, qui vont être les principaux acteurs de cette prévention finalement. Et là vont venir s'adresser les opportunités, les solutions digitales, puisque ça passe énormément par le digital et Maya pourra en parler largement, parce que si on arrive à faire adopter aux praticiens la capacité d'utiliser ces solutions pour les aider à dégager du temps et donc avoir un impact sur la prévention secondaire et tertiaire, mais aussi éduquer les patients à utiliser ces solutions, alors on a tout gagné et on pourra alors dégager du temps aux praticiens. Donc on est vraiment acteur sur l'ensemble de la chaîne de la prévention. On l'adresse petit à petit et on essaye d'avoir l'ensemble de ces briques adressées et aussi, et on en reparlera peut-être tout à l'heure, nous sommes partie prenante de l'accélérateur prévention qu'évoquait Chara tout à l'heure. Merci Johanna. Maya, effectivement, on parle beaucoup de prévention tertiaire. C'est donc là où votre dispositif médical digital intervient. Comment est-ce que, je crois que vous avez mené une expérimentation avec la MGEN et avec un partenariat de prise en charge. On parle de l'importance d'aller éduquer, d'aller sensibiliser pour que cette solution puisse toucher les patients de maladies chroniques notamment. C'est le cas avec les malades de l'endométriose. Qu'est-ce que cette expérimentation, est-ce que vous avez déjà pu voir des enseignements et comment est-ce qu'elle a pu se mettre en place ? Oui, tout à fait. Donc, la MGEN a été un des premiers acteurs à nous faire confiance, a été vraiment pionnier dans cette prise en charge concrète d'une pathologie avec un aspect de prévention tertiaire. Et donc, on a mis en place avec MGEN, donc Groupe Vive, mais également, après, ça a suivi d'autres partenariats de prise en charge avec des entreprises, avec d'autres complémentaires santé également. Mais MGEN a permis, en fait, de lancer une expérimentation, un pilote, plutôt, on va dire, une étude pilote avec eux, qui a permis d'aller regarder sur plus de 1500 femmes l'impact du suivi de nos solutions numériques, l'impact sur la qualité de vie, avec une échelle spécifique de l'endométriose,
l'endométriose, puisque la qualité de vie est extrêmement importante pour ces malades chroniques, et l'impact sur les symptômes. Après 3 mois d'utilisation de nos solutions digitales, ça a mené à un article scientifique donc publié, à des communications dans des congrès internationaux, puisque on est vraiment à la pointe de l'innovation sur cette prévention tertiaire et numérique dans l'endométriose. Et surtout, ça a mené pour nous et pour ce partenariat avec la MGEN, une concrétisation avec aujourd'hui l'intégration de Liv, donc de Livendo, notre dispositif médical numérique à visée thérapeutique, dans tous leurs nouveaux contrats de prise en charge. C'est-à-dire que typiquement, MGEN et CNP Assurance ont remporté la prise en charge et le contrat de l'éducation nationale. Et donc pour toutes les adhérentes MGEN donc, qui travaillent à l'éducation nationale, c'est le plus gros marché français, c'est le plus gros contrat français sur l'assurance collective, elles auront accès à Livendo. Et donc ça montre bien que on avance étape par étape. La prise en charge et le financement, c'est une vraie problématique dans la prévention. On pourra en reparler, mais on avance étape par étape et les fabricants de solutions numériques avancent, cheminent avec à la fois des prises en charge plus institutionnelles, des prises en charge plus de type subvention et également des acteurs privés comme les employeurs ou les complémentaires santé. Vous l'avez amené toutes sur la table. Ici, c'est effectivement l'importance, le rôle des entreprises dans ce changement de paradigme pour aller vers une meilleure prévention en santé. Johanna Molina, chez Vivalto, comment est-ce que, donc vous l'avez dit, comment est-ce que vous engagez les entreprises? Vous parliez de check-up, de bilan, de dépistage. Comment est-ce que vous allez les porter pour les diffuser au plus grand nombre? Alors, on est au début du chemin. Cette offre de check-up, elle existe déjà pour faire des bilans, je vais dire classiques, mais on est en train de passer un échelon et on aimerait digitaliser aussi cette offre pour engager les personnes à y rentrer. Il y a une mesure, un grand pan d'éducation des patients, des entreprises donc, qui vont pouvoir délivrer ces check-up-là et un message aussi qu'on doit porter, nous, en tant qu'acteurs de santé, sur le fait d'avoir cette importance de la prévention pour le plus grand nombre. Donc on est en plein dedans. On surfe aussi évidemment sur toutes les initiatives nationales portées par le gouvernement de prévention, plus classiques, mais on est vraiment dans cet objectif d'éducation et d'accompagnement des patients tout au long de leur vie. Donc il ne se suffit pas juste de faire un check-up, il faut pouvoir en faire le bilan, en faire un accompagnement plus robuste et aussi les accompagner dans le temps avec des solutions digitales qui vont les suivre dans le long terme. Donc on est vraiment dans cet effort-là, mais je pense qu'il faut continuer à le faire puisque les chiffres évoqués par Chara sont parlants et il faut aussi continuer à se battre littéralement pour repenser ou penser, parce qu'il n'existe pas encore, ce fameux business model de la prévention, parce que avec ça, avec cet engouement et avec cette dynamique, nous arriverons à embarquer les praticiens et les utilisateurs finaux que sont les patients et ils iront plus volontiers vers ce genre de solutions et vers la prévention quand ils en comprendront et quand elle sera aussi un peu plus supportée par l'ensemble des parties prenantes. On va effectivement revenir sur cette problématique du business model. Avant ça, Chara Louafi, j'aimerais que vous nous disiez quelque chose. On parle beaucoup d'éducation, de comment toucher les personnes concernées, notamment dans la prévention tertiaire. Comment être sûr aussi de ne pas laisser de côté des populations? C'est quelque chose de très important pour vous chez BPI France, c'est l'inclusivité. Tout à fait, parce qu'il faut que ça soit quelque chose de, on va dire, faisable, crédible, réaliste. On n'est pas en fait dans du rêve. Il faut que ça soit quelque chose de, on va dire, de pleinement réaliste. Le gros sujet, en fait, c'est l'impact populationnel. Puisque, en fait, quand on parle en fait, de coûts de santé, l'objectif, c'est d'avoir une dépense évitable de manière importante, parce que sinon, en fait, la prévention ne sert à rien. Et cet impact populationnel, il y a en fait un sujet en fait, de méthodologie pour y arriver et faire en sorte qu'on puisse contrôler en fait, du coup, les utilisateurs et en fait, l'efficacité de la prévention sur l'ensemble de la population. Et ça, en fait, ça ne va pas se faire d'un coup. Il y a une méthodologie en fait, par étapes.
Et évidemment, en fait, on va passer en fait sur des expérimentations dans des endroits en fait un peu contrôlés du type l'entreprise, aussi en fait les mutuelles. On le voit avec la MGN et l'IV. Donc ça va aller en fait par étapes de manière en fait à ce qu'on puisse définir la méthodologie de scalabilité. Et évidemment, en fait, nous, ce qui nous importe, et ça, c'est ancré en fait à l'origine en fait de l'investissement, c'est que il n'y ait pas de fracture algorithmique. Parce que quand on parle en fait de prévention, il y a plusieurs types de prévention, d'outils en fait de prévention, mais en fait, on pense en fait que le numérique et la donnée en fait sont extrêmement utiles en termes d'innovation. Donc, on parle d'intelligence artificielle évidemment, pour pouvoir en fait réduire cette dépense de santé. Et évidemment, en fait, tout le monde n'est pas en fait à l'aise avec les outils numériques, et l'humain va être majeur. Et on va en fait imposer dans l'investissement, je pense en fait que le travail avec les startups pour qu'elles puissent définir des indicateurs d'inclusion et qu'elles puissent en fait du coup les partager est extrêmement utile. Donc en fait, tout ce travail sera fait par les startups, mais en fait sous l'impulsion en fait des investisseurs pourvoyeurs de capitaux, pour qu'ils puissent ancrer une méthodologie en fait durable et avoir des données qui seront extrêmement utiles pour pouvoir en fait obtenir un remboursement in fine. La population cible est assez importante en fait. Ce que vous dites est intéressant, et j'en reviens à vous, Maya Alexaline. On le comprend. Il faut que les dispositifs, les thérapies numériques que vous proposez, dispositifs numériques, solutions numériques, voilà, c'était un terme, puissent toucher le plus grand nombre, puissent toucher les populations cibles. Vous nous l'avez dit, votre dispositif fait partie des contrats de la MGN pour l'éducation nationale, mais comment être sûr finalement de l'impact populationnel? Comment être sûr que j'ai cette solution digitale dans mon contrat, mais est-ce que je vais me l'approprier? Est-ce que je suis par exemple digital addict? Est-ce que je vais y arriver? Comment est-ce que vous gérez cette problématique chez Liv? Alors effectivement, il y a la notion donc d'impact en santé, et ce qu'on a dit, on l'a mesuré en études en vie réelle, on continue de le mesurer à travers des études randomisées, contrôlées, multicentriques. Voilà, on investit dans la mesure de l'impact, mais pour avoir un impact, il faut encore que l'utilisatrice utilise l'application, suive les conseils et mette en place tout ce qui est proposé via la thérapie numérique. Donc pour ça, nous, c'est vraiment un sujet cœur. Donc déjà, de toute façon, et toute application doit être... il y a le patient by design. Le ou la patiente, dans notre cas, doit vraiment être au cœur. Nous, c'est une co-construction. Bien sûr, il faut aussi une rigueur scientifique et médicale. On est sur des patientes qui ont vécu 11 ans d'errance pré-diagnostique, puis qui vivent une errance post-diagnostique. Donc, il faut arrêter de leur faire perdre du temps. Il faut leur apporter des contenus qui sont médicalement sourcés, conçus avec des professionnels de santé, qui sont impactants et qui leur soient apportés sans trop de vulgarisation pour autant. J'aime beaucoup, moi, le nom du fonds patient autonome. Il s'agit vraiment de rendre les patientes autonomes et de ne pas les infantiliser, et en fait de leur donner les outils et les clés pour que justement elles puissent prendre en main leur santé. Nous, c'est pas trivial. On mène des études, on a des projets de recherche qu'on a menés. On a une étude qui a été publiée avec des chercheurs de l'Université Paris-Cité, notamment, sur l'adhésion thérapeutique. Comment on recrée ça avec un outil numérique? Donc, on en tire des leçons, on continue de s'améliorer. Clairement, la confiance, l'interaction jouent énormément. Et puis après, il y a le côté passer à l'action. C'est-à-dire qu'en prévention, c'est très bien. Si l'éducation et la connaissance suffisaient, on ferait tous énormément de sport, on mangerait énormément de légumes. Et voilà, on sait que ça ne suffit pas, le message en lui-même ne suffit pas, et donc les dispositifs médico-numériques à visée thérapeutique jouent beaucoup sur passer du message éducatif à l'action, et donc ce sont des mécaniques techniques de changement de comportement, des mécaniques TCC qu'on emploie à travers l'application pour leur permettre petit à petit d'intégrer tous ces outils, toutes ces méthodes non médicamenteuses à leur quotidien. Merci beaucoup. Ce que j'aimerais qu'on comprenne, vous nous dites effectivement le message ne suffit pas, il faut passer à l'action. Il y a quelque chose qui semble freiner aussi aujourd'hui cette mise en place de la prévention au cœur du système. Et vous l'avez dit, c'est le changement d'échelle, c'est trouver le modèle économique, c'est
prouver l'impact. Qu'est-ce qui manque encore? Est-ce qu'il manque une feuille de route nationale? Est-ce qu'elle y est déjà finalement? Est-ce que c'est le modèle économique qui est difficile à trouver parce que les solutions de prévention et les solutions de prévention numérique sont difficilement... c'est peut-être difficile de montrer la valeur de la preuve de cette solution. Qu'est-ce qui bloque encore selon vous, Johanna? Du point de vue de Vivalto Santé, puisque je pense que je pourrais répondre à tous ces points d'un point de vue personnel à Vivalto Santé, mais d'expérience, il faut effectivement, et comme vous l'avez très bien dit toutes les deux, avoir cette mesure d'impact et cet accompagnement à la transformation des pratiques. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important chez nous. En tout cas, on l'a compris. Il faut pouvoir démontrer l'impact et la valeur de la solution en prévention dans un parcours de soins. Comment elle s'y intègre et comment elle s'y pérennise. Et ça, c'est notre job, parce qu'on est terrain d'expérimentation et c'est bien notre valeur ajoutée dans l'accélérateur prévention BPI. On est terrain d'expérimentation et on va aller expérimenter comment on arrive à mettre entre les mains du praticien, entre les mains du patient, ces solutions qui sont souvent digitales de prévention et comment elles vont s'intégrer, elles vont être partie prenante de ce parcours. Quand on y arrive, c'est le cas déjà sur certaines expérimentations issues de l'accélérateur et puis issues aussi d'autres partenariats que l'on a, on a vu qu'il y a aussi cet accompagnement à la transformation des pratiques. C'est pour ça que chez nous, on s'appelle innovation et transformation. On a bien besoin de cet accompagnement et de ce changement d'échelle dans les pratiques de nos praticiens et de nos patients. Il faut qu'ils y voient la valeur ajoutée pour eux. Qu'est-ce que ça va être, par exemple? Et je m'appuie sur une expérimentation qui est en cours chez nous et qui a 2 ans de recul déjà, parce qu'on est au début du chemin, on n'a pas encore énormément de données en vie réelle, c'est aussi pour ça qu'on est là. Il y a de l'apport de QVCT pour les praticiens, de l'optimisation de files actives, de la possibilité d'anticiper des rechutes, donc ça veut dire que les patients se sentent mieux pris en charge, et donc, in fine, du temps dégagé pour, on reboucle la boucle, et faire de la prévention primaire, avoir du temps pour aller détecter un cancer, etc. Donc, c'est très complexe, c'est très complet, mais une fois qu'on y arrive, chacun y voit ce qu'il peut y gagner. Sa place, oui. Et trouve sa place. Après, il y a, comme vous le disiez, et puis je laisserai la parole, mais effectivement, quand on n'a pas encore de business model derrière, on traîne un peu des pieds, on se demande qui va pouvoir payer, qui va pouvoir mettre à disposition des praticiens et des patients ces dispositifs. Il y a une feuille de route qui commence à se dessiner, mais effectivement, il faut pouvoir l'intégrer. Et mon dernier point, c'est juste, chez nous, on a le recul sur les Espagnols qui ont un modèle, voilà, c'est ce que j'allais vous demander. Qui est un modèle PPP, donc public-privé, et sur certaines régions de l'Espagne où certaines de nos cliniques se trouvent, et où en fait ils intègrent de la prévention dans des poches de financement pour des territoires. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'on a, je prends un exemple, on a 100 euros pour aller soigner une population, et dans ces 100 euros, cette poche est fermée, elle est finie et pas infinie. Et du coup, pardon, ça grésille un peu. Et du coup, on va devoir faire d'autant plus de prévention pour ne pas dépasser dans le curatif et pour pouvoir garder notre population en bonne santé et pour éviter d'avoir des dépenses qui partent dans tous les sens. Et donc ce modèle-là, c'est un modèle de santé populationnelle et Chara l'évoquait tout à l'heure. Et on doit commencer à intégrer ça aussi en France et je pense que ça fait partie des réflexions que nous avons. Merci Johanna. L'investissement, c'est le nerf de la guerre, Chara Louafi, pour passer à une plus grande échelle en termes de prévention. Ah oui, c'est le nerf de la guerre, mais c'est pas suffisant. En fait, il y a tout un, on va dire, il y a d'abord, quand on passe à l'échelle, ça signifie qu'il y a un parcours prévention. Et il y a autant de parcours prévention en fait que d'innovation finalement et d'utilisateurs. Donc du coup, le marché est en train de se structurer grâce notamment à l'initiative étatique Challenge Prévention. C'est un début. L'objectif, en fait, c'est de pouvoir favoriser cet ensemble. Ensuite, en fait, on a une responsabilité en tant qu'investisseur, c'est de ne pas décevoir. Donc du coup, de pousser en fait des innovations crédibles, robustes, avec en poussant en fait les startups vers, on va dire, un chemin de preuve, donc réglementaire, avec toute la partie certification, etc., exigence, qui sera en fait
supplémentaire, enfin très renforcée par rapport dans le monde du curatif. Évidemment, puisqu'on a en plus des sujets de données personnelles, puisque ce sont des utilisateurs qui ne seront pas malades, mais à risque d'eux, donc avec une exigence réglementaire. Et les startups ont besoin en fait, d'avoir conscience de ce saut à faire. Et on est là en fait, pour les accompagner, et du coup, le financement servira aussi à ça. Le financement, c'est aussi, vous parliez du challenge prévention. Maya Alexaline, je crois qu'avec Liv, vous en avez bénéficié. Qu'est-ce que ça vous a, ou vous y participez, c'est ça, hein? Tout à fait, on a déposé un dossier. Donc nous, on a bénéficié de l'accompagnement déjà de la BPI à travers l'accélérateur dispositif prévention entre BPI Paris Santé Campus. Et il y a effectivement cette nouvelle voie de financement qui a été créée via Challenge Prévention qui permet en fait d'aller mener des études de très grande ampleur jusqu'à 48 mois, des budgets entre 5 et 10 millions. C'est vraiment des projets extrêmement ambitieux avec des partenariats publics, privés qui sont difficilement créables parfois, enfin surtout vraiment avec une ambition en prévention, sur ce type de subvention, ça n'existait pas. Et donc, là où on pouvait avoir du financement plus sur des pilotes, comme on l'a dit avec MGEN, du financement, nous, qu'on a obtenu, on a bouclé une levée de fonds de 2,6 millions pour justement aller mener des études cliniques randomisées, contrôlées. Mais ça restait d'une très belle ampleur à notre échelle, mais il n'y avait pas de financement justement sur ce type de preuves pour aller chercher l'impact de la prévention sur des parcours prévention très généraux. Et donc, on a déposé un dossier, donc c'est en cours d'instruction, on a plusieurs étapes à passer, on a passé la première étape, mais c'est vrai que ce challenge prévention vient combler un vrai manque en termes de financement pour aller chercher cet impact qui va permettre derrière de généraliser, de créer des nouvelles voies de financement, parce que pour les dispositifs médicaux numériques, les voies de remboursement existent, mais il y a d'autres innovations numériques en prévention pour lesquelles il n'y a pas encore de voie de remboursement. Et justement, si on arrive à démontrer l'impact, eh bien derrière, des voies de remboursement pourraient se créer. Donc, et qui serait autre que la prise en charge, qui serait quoi par exemple ? Alors, il y a plein de manières d'aller rembourser. Sur les dispositifs médicaux numériques, par exemple, on a cette prise en charge anticipée qui s'appelle PECAN. Et on espère voir de plus en plus de dossiers acceptés en thérapie digitale pour redonner justement confiance à l'écosystème et rentrer dans ce cercle vertueux de financement. Et après, il y a d'autres dispositifs qui sont encore à créer. Mais pour les créer, il faut être capable d'apporter la preuve de l'impact en santé sur du long terme, ce qui est très compliqué à apporter pour une start-up. Et donc, Challenge Prévention vient combler ce manque-là. Merci beaucoup. Un mot de conclusion de chacune. Est-ce que vous êtes optimiste ? J'espère que vous allez nous dire oui, pour qu'on puisse passer à ce changement de paradigme. Qui veut commencer, Chara Louafi ? Très optimiste. On a souffert en fait dans la prévention d'une réflexion en silo. Et la preuve, start-up, groupe clinique, financier, on est là. Donc du coup, c'est la collaboration et on va dire casser les silos, à démarrer. C'est le message principal. Exactement. Tout à fait. Johanna ? Oui, pareil, je rejoindrai évidemment Chara, puisqu'on fait partie toutes les trois de ces mouvances, de ces dynamiques, de ces partenariats. On est enfin tous autour de la table, on est enfin alignés sur l'objectif final que l'on doit porter. Et je pense qu'on a un intérêt national à porter ce genre de dynamique. Et on le voit dans l'ensemble, à l'échelle de Vivalto Santé, à l'ensemble de nos partenariats. Donc évidemment avec la BPI, avec l'accélérateur prévention, avec la coalition Next qui a mis autour de la table tous ces parties prenantes pour financer des projets plug and play. On est aussi avec le village Baïséa et tout ça nous fait discuter avec l'ensemble des parties prenantes. On est évidemment très optimiste là-dessus. Il faut l'être pour porter, il faut être résilient en innovation. mais en tout cas, ça prend le bon chemin. Et tout ceci allié à des mesures nationales et à une feuille de route qui est en train de se dessiner, je pense qu'on a de belles choses à faire tous ensemble. Maya Alexaline, c'est pas tout à fait la même conclusion, un conseil que vous pourriez donner pour avoir vécu tout ce parcours et que vous viviez encore pour aller pousser comme ça des solutions d'innovation en prévention. Un conseil, je pense que c'est de garder deux caps en vue, le besoin des patients
et des patientes, toujours y revenir. C'est pour eux qu'on travaille au quotidien, c'est pour eux qu'on se lève. Et le deuxième, c'est de garder toujours en tête la rigueur scientifique et la démonstration scientifique, la preuve. C'est comme ça qu'on avance et c'est comme ça qu'on est capable d'aller convaincre et d'aller chercher des financements. Merci beaucoup à toutes les trois, Maya Alexaline, Chara Louafi et Johanna Molina pour cette table ronde sur la prévention et l'urgence de changer de paradigme. Merci à toutes les trois.